Belgique est aujourd'hui touchée. Donc 5 nouveaux Les cas citoyens sont tenus de rester chez eux. Depuis minuit, les restaurants et les cafés sont fermés. Oui, la barre des 1000 morts en Belgique, donc on l'a annoncé ce matin. Depuis plusieurs mois déjà, nous sommes entrés dans l'ère du coronavirus. Que de bouleversements dans la vie de tout un chacun, bien sûr, mais aussi et plus particulièrement dans la vie des personnes qui, pour des raisons diverses, vivent dans un lieu d'hébergement souvent collectif. Un lieu où leur capacité à vivre leur propre vie s'est révélée encore plus complexe que d'ordinaire. Alors, en fait, j'ai commencé à travailler en accompagnant des personnes en situation de handicap il y a plus de 35 ans maintenant, donc ça fait un bon moment. Et progressivement, très vite, je me suis intéressée à leurs demandes, à toutes les questions liées à la vie affective et à la sexualité. Et c'est vraiment le travail qui m'anime aujourd'hui pleinement, à la fois dans le cadre de la formation, mais aussi dans l'accompagnement psychothérapeutique de toute une série de personnes qui sont d'abord les personnes en situation de handicap, mais aussi celles qui gravitent autour d'elles. Je suis psychologue, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur du handicap, sur le terrain comme éducateur et comme directeur. Et depuis une dizaine d'années, je travaille essentiellement sur la question de la sexualité des personnes en situation de handicap, comme formateur et aussi comme animateur de la SBL Aditi WB. Voilà. Et à côté de ça, je suis aussi formateur et praticien en massage, aussi principalement dans le secteur du handicap. Je m'appelle Christian Nil et je suis référent vie relationnelle, affective et sexuelle à la VIC. Alors bon, dans ce cadre, je réponds à différentes questions relatives à cette thématique. Et je réponds à des questions posées tantôt par des familles, tantôt par des professionnels, tantôt par des personnes en situation de handicap, tantôt par des personnes âgées. Je suis aussi donc amené à assurer des sensibilisations dans des établissements qui souhaitent franchir le cap et aborder cette matière de manière beaucoup plus concrète et qui ont des réticences par rapport à ce cadre légal, qui ont des réticences par rapport à leur façon d'agir. Et donc, je suis là pour ouvrir les portes et rappeler la position de la VIC à ce propos. C'est ainsi que je vais faire quelques sensibilisations dans les écoles qui forment les professionnels, les futurs professionnels, c'est le travail en amont. Il importe tout d'abord de rappeler que le confinement est une problématique générale et non liée au handicap ou au grand âge. C'est ainsi que, me présentant dans une école de futurs éducateurs juste avant le confinement pour faire un rappel et une sensibilisation par rapport à la vie relationnelle, affective et sexuelle, le préfet de discipline est rentré dans la classe et a dit « dorénavant, plus de bisous ». Donc ça touche tout le public, ça nous touche tous et toutes. Et donc, pendant toute cette période de confinement, il a fallu garder en tête une balance entre le respect du choix, le souci de la santé et de la protection et les désirs de relation. Et donc, le confinement, pour moi, ça a été une période très compliquée durant laquelle il a fallu annuler tout ce qui avait été programmé pour le salon Envie d'amour et réfléchir à comment construire l'avenir, mais finalement, sans savoir comment la situation allait évoluer. Le confinement, moi, je l'ai vécu vraiment comme une espèce de sinusoïde comme ça, qui montait très haut avec des choses très bonnes. Des moments où on a eu l'occasion de se retrouver en petits groupes, où les équipes éducatives ont eu l'occasion parfois de vivre des moments qui étaient très chaleureux, des moments de grande solidarité entre elles. Et elles ont pu, grâce à ça, se sentir exister peut-être différemment, retrouver un esprit qu'elles n'avaient parfois plus connu depuis longtemps. Ça, c'est le côté positif. Et puis, il y a eu des moments de grande souffrance liés à l'isolement, à la solitude, au fait de ne parfois plus se sentir exister parce qu'on était là, loin l'un de l'autre. Et ce sentiment-là, il laisse des traces qui sont vraiment très, très douloureuses chez beaucoup de personnes. Alors, le confinement, pour moi, il a commencé juste avant le confinement officiel,
dès qu'on a annoncé que les institutions pour personnes en situation de handicap allaient être fermées. Et j'ai vu en 2 jours mon agenda se vider entièrement. Et donc, ça m'a vraiment choqué. Je dois dire que j'étais un peu perdu pendant tout un temps en me disant, tiens, voilà, je ne sers plus à rien. En plus, comme je vis seul et qu'il y a eu après le confinement au niveau des familles aussi, ben, pendant 3 mois, j'ai rencontré très peu de monde. Un de mes enfants qui venait à la maison, mais à part ça, presque personne. Voilà. Et depuis un mois, les choses reprennent un petit peu, mais à mon grand dépit, elles ne reprennent que sur écran et virtuellement. J'ai pu donner un premier massage, mais pas encore dans le secteur du handicap. Et donc, je me sens vraiment coupé de ce qui est l'essentiel de mon métier, qui est la relation, qui est le contact direct, qui est la proximité. Et je trouve ça très compliqué. Monsieur et Madame tout le monde, on a eu le gouvernement qui nous a imposé des restrictions. Et puis chacun s'est conformé avec plus ou moins de bonne volonté aux prescriptions qui ont été données. Les personnes qui vivent en institution n'ont pas du tout eu le choix de se conformer ou pas. On a décidé pour elles. Et surtout, là où en 2 ou 3 jours, ou parfois encore moins que ça, on a pris la décision de confinement auquel elles ont été confrontées, on constate que lorsque dans la population en général, on déconfine, eh bien, ce n'est pas du tout le cas au niveau des personnes en situation de handicap. Il faudra des semaines pour que les services mettent en place l'autorisation de sortir, de prendre l'air, de retrouver les gens qu'on aime, et tout ça sous des conditions qui sont beaucoup, beaucoup plus exigeantes que celles de monsieur, madame, tout le monde. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient m'interroger par rapport au vécu de la société et au vécu de personnes handicapées. C'est que personnes handicapées, oui, et j'utilise le mot handicapé à ce moment-là, je m'en rends compte. C'est comme si on venait remettre du handicap là où il y en a déjà. Et ça me met en colère. Je me dis qu'il y a quelque chose de profondément injuste à cet endroit-là. Et je ne l'admets pas. Les consignes sont claires maintenant. Le déconfinement, c'est pour tout le monde, y compris pour les personnes en situation de handicap. Alors, je pense qu'il y en a pour qui le confinement n'a pas été fort difficile, là où ils ont vécu dans un environnement chaleureux, qui fonctionnait bien, et où ils ont pu vivre une vie relativement ordinaire sans pouvoir sortir, mais relativement ordinaire. Par contre, il y a toute une série de personnes en situation de handicap qui se sont retrouvées dans des situations plus difficiles, par exemple trop longtemps dans leur famille et donc avec des tensions qui montent au niveau de la famille. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de familles cherchent une institution pour avoir du répit, et donc pendant 3 mois, il y a du répit. D'autres qui ont perdu des contacts avec des gens extérieurs, des personnes plus autonomes qui se sont trouvées beaucoup plus enfermées que d'habitude. Enfin voilà, il y a eu toute une série de situations qui, je pense, ont été difficiles, voire même des institutions qui ont confiné très sévèrement parce qu'il y avait l'un ou l'autre cas où ils avaient très peur, et donc les gens ont été fort isolés à certains moments. Enfin voilà, pour moi, il y a toutes ces choses-là qui ont dû être assez difficiles, et d'autres qui ont vécu dans un cocon très chaleureux où ils étaient bien, et ça s'est bien passé. Je pense effectivement que les institutions ont besoin d'un accompagnement pour sortir du confinement. Il ne faut pas oublier qu'en début de confinement, il y a eu une peur. Les comportements, les choix ont été dictés par la peur. Il y a une très grande solidarité qui s'est développée au sein des différents services d'hébergement qui avait comme moteur la peur. La peur que ce foutu virus entre dans l'institution. Aujourd'hui, c'est difficile de sortir de cette espèce de cocon qui a été créé dans lequel on a trouvé une espèce de sécurité. On s'est dit, ensemble, on va pouvoir laisser le virus à l'extérieur. Et donc, pour pouvoir s'ouvrir progressivement, il y a besoin d'être accompagné, il y a besoin d'être compris dans cette peur qu'on a vécue, qu'on a traversée.
le virus, il nous a tous touchés et d'une manière insidieuse parce qu'on ne savait pas où il était. On ne le voyait pas, mais on savait qu'il pouvait nous toucher. Et les équipes éducatives ont été mobilisées dans leur ensemble et tous les professionnels de l'accompagnement mobilisés pour faire face ensemble, pour s'unir contre ce virus. Il y a une telle solidarité qui a été là que ouvrir maintenant, ça fait peur, comme si on risquait de perdre quelque chose qui, malgré le virus, a été bon à ce moment-là. Et tu vois, il y a cette espèce de balance qui est là entre on a vécu des choses tellement dures et en même temps on y a tenu ensemble qu'on ne voudrait pas lâcher trop vite. Beaucoup d'équipes ont aussi été reconnues à ce moment-là dans des choses qu'elles demandaient parfois depuis très longtemps. Et là, ça a été admis. Elles ont reçu de l'aide, elles ont eu des moyens qu'elles n'avaient jamais eu avant. Et là aussi, il y a peur de perdre ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on doit être accompagné globalement, aussi bien au niveau des équipes que des directions, pour passer à ce stade du déconfinement de manière progressive, mais pas trop lente quand même, parce que les personnes, elles attendent. Au niveau de la VIC, il y a tout le service audit et contrôle dont les membres du personnel sont à disposition des services et les services peuvent faire appel à leur auditeur qui pourra leur venir en aide et qui pourra les conseiller. Et donc, il y a au niveau de la VIC des personnes qui continuent à suivre tout ce qui a été mis en place et qui va veiller à ce que le déconfinement se réalise de la meilleure façon possible. Pour les personnes en situation de handicap, la vie affective, amoureuse, voire sexuelle, a toujours été un défi permanent. Elle risque de s'apparenter désormais à un rêve inaccessible. Témoignage de Nathalie. On ne nous voit plus ensemble. Est-ce qu'on est encore amoureux? Je n'embrasse plus mon amoureux. Je ne le vois que par Skype. Mais Nathalie, elle nous dit on ne nous voit plus ensemble. Est-ce qu'on est encore amoureux? Et beaucoup de personnes qui ont une déficience intellectuelle se basent aussi sur ce qui est vu. Parce que j'existe aussi dans le regard de l'autre. On est tous comme ça. Mais les personnes qui ont cette déficience intellectuelle se sentent aussi exister parce qu'on les voit ensemble. Donc, j'existe en couple quand on me voit avec mon partenaire ou avec ma partenaire. C'est un petit peu là l'enjeu. Et donc, il y a toute une question qui se pose. Si les autres ne nous voient plus ensemble, est-ce qu'on existe encore comme couple? Mais aussi, si mon partenaire ne me voit plus, si on n'a plus l'occasion de se côtoyer, est-ce qu'on existe encore comme couple? Est-ce qu'on est encore amoureux? Il faut savoir aussi que dans le cadre du confinement, les personnes qui étaient en couple avaient le droit de se rencontrer et les communications gouvernementales ont été très claires à ce niveau-là. Même si on n'est pas marié, même si on n'est pas domicilié à la même adresse, mais qu'on est en couple, on peut se voir. Il se fait que quand on est en situation de handicap et qu'on vit dans une collectivité, ce droit-là n'a pas été acquis, n'a pas été respecté. Parce qu'il y avait la peur que le virus entre si des personnes de silos différents étaient amenées à se rencontrer, comme si le virus risquait du coup de passer d'un silo à l'autre. Un petit peu comme les poux qui passent d'une tête à l'autre. Tu vois, je fais un petit peu le même rapprochement. Et là, du coup, depuis 3 mois, on va arriver bientôt à 4 mois, des personnes en couple n'ont plus le droit de se voir. Et on sait combien c'est douloureux de ne pas rencontrer la personne qu'on aime et uniquement de se voir par téléphone, par Skype, WhatsApp et autres. Et à cet endroit-là, il y a vraiment quelque chose qui reste très complexe. Et des personnes qui vivent en dehors d'une institution peuvent reprendre petit à petit une vie plus sociale, plus normale. Mais quand on est en institution, rencontrer son amoureux aujourd'hui relève encore du parcours du combattant. Bonjour. Je me permets de t'envoyer un mail ne pouvant pas te voir pour le moment à cause du virus, en espérant que cela ne sera pas trop long. J'espère qu'on se verra dans quelques mois. Je te fais de gros bisous. Alors, le premier message de Jean-Paul, d'abord, on peut remarquer que ça sort un peu des règles, puisqu'en principe, dans l'accompagnement sexuel, le seul contact prévu, c'est la demande de rendez-vous. Or, ici, il demande des nouvelles, il essaye de renouer le contact.
Donc, on sent bien qu'au-delà du strictement sexuel, il y a une relation personnelle qui s'est installée entre eux. Et il est surtout en demande, alors il le fait très gentiment dans son message, mais il est surtout en demande que quand est-ce qu'on va se revoir. Il a vraiment besoin de ces moments de rencontre dans la sexualité. Bonjour. Jean-Paul a eu des propos sexuels envers mes collègues féminines. Ce n'est plus normal. Si c'est possible, veux-tu lui parler? Peut-être ça va aider si c'est toi qui lui dis quelque chose par rapport à ses comportements. Là, je disais donc que dans les contacts entre l'éducateur et l'accompagnante sexuelle, on voit que Jean-Paul développe apparemment pour la première fois des comportements dérangeants pour les soignantes qui l'entourent en ayant des attitudes de harcèlement sexuel vis-à-vis d'elles. Et donc, ça montre bien aussi que la sexualité, pour toute personne, c'est un vrai besoin et que la privation qui a été créée par le confinement amène ce jeune homme à ne plus pouvoir tenir et à devoir faire comprendre qu'il est en souffrance, qu'il est en manque, par des attitudes évidemment qui ne sont pas tout à fait adaptées. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'éducateur demande à l'accompagnante sexuelle de contacter ce monsieur pour essayer, en le rassurant sur le fait qu'elle reviendra, pour essayer de mettre fin à ces comportements qui sont dérangeants pour l'entourage. J'en ai marre de vivre enfermée. Je suis le plus autonome de mon institution et tous mes amis sont à l'extérieur. Je ne peux plus voir mon psychologue. Je remue tous mes problèmes dans ma tête sans savoir à qui parler. Les chevaux, le jardin, c'est bien, mais je n'en peux plus. Ma vie est finie, je vais péter les plombs. Je suis seule dans ma chambre, je n'ai même pas l'énergie d'appeler un éducateur. Qu'est-ce que le gouvernement a dit aujourd'hui? Quand est-ce que tu pourras venir? Quand est-ce que je pourrai sortir? Je n'en peux plus. Alors voilà, je suis aussi psychologue externe pour certaines institutions et donc j'ai des suivis psychologiques avec certaines personnes. Et j'ai gardé avec ce jeune homme un contact par téléphone, mais c'était visiblement pas suffisant. Il faut savoir que c'est quelqu'un d'assez autonome qui vit dans une institution où il y a pas mal de personnes handicapées, beaucoup moins autonomes que lui. Et donc, il s'est retrouvé à peu près seul avec son profil dans son institution, bien aidé par l'équipe, mais coupé de toutes ses activités habituelles et de ses sorties, et coupé aussi de son psychologue qu'il voulait revoir. Et comme c'est quelqu'un qui, au moment où il ne se sent pas bien, finit par avoir des idées suicidaires, bah, il m'a envoyé un message et il m'a rappelé en disant « ma vie est finie, j'en peux plus, j'en ai marre, je ne tiendrai pas ». Voilà. Et il était aussi beaucoup à la recherche d'informations et assez dépité de voir que les citoyens ordinaires pouvaient de nouveau bouger, mais que lui n'était toujours bloqué dans son institution parce que ce n'étaient pas les mêmes règles, alors que son handicap fait qu'il a plutôt le profil du citoyen ordinaire et que je ne vois pas très bien pourquoi il serait une personne à risque. Il est jeune, il est IMC, il n'a pas de problème de santé. Donc, en soi, pour moi, il n'était pas une personne à risque. Il marche et il parle autrement que les autres, mais à part ça, il ne présente aucun autre risque. Il est intéressant aussi de souligner qu'UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, a consulté les personnes en situation de handicap à propos des manques et conséquences de ce confinement. Et sachez que la vie relationnelle, affective et sexuelle est le domaine qui a été le plus mentionné parmi les manques auprès des personnes en situation de handicap. Je pense qu'on est quand même aujourd'hui dans un discours que l'on entend et des politiques et du secteur de la santé qui dit qu'aujourd'hui ce virus devient endémique, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une épidémie et que donc il existe et qu'il faut continuer à être prudent, mais qu'il faut reprendre une vie normale. C'est un peu ce que j'entends pour le moment. Je pense qu'au niveau des institutions, il faut aussi repenser la santé de façon globale. La santé, ce n'est pas que le problème des virologues. La santé, c'est l'ensemble des dimensions de la santé physique, mentale,
émotionnelle et sexuelle. Si on reprend la santé, la définition de la santé de l'OMS, on a une définition de ce type-là. Et donc, je pense qu'il serait intéressant que les équipes et que les directions repartent de cette définition large de la santé et analysent si dans ces différents domaines, avec les limites qu'on doit mettre aujourd'hui, il y a moyen d'avoir la meilleure santé possible dans tous les domaines qui font partie de la santé. À partir du moment où on dit qu'il est normal de rester à 1,50 m l'un de l'autre, qu'est-ce que c'est complexe de vivre dans le quotidien alors qu'on a tellement besoin d'être touché. Ce matin, lors d'une de mes consultations de thérapie, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, je vais à son domicile, il était encore couché, il me tend la main en me disant, ça fait trop longtemps, aujourd'hui, donnez-moi la main. Et je me suis mise à ses côtés, je lui ai pris la main, je lui ai caressé le dos. Il m'a dit, mais comme c'est bon, j'attends depuis si longtemps. J'ai besoin d'être touchée, j'ai besoin d'être pris dans les bras. Vous vivez, votre main est chaude, vous existez et j'existe avec vous. Enfin, nous sommes de nouveau deux. Avec vous, j'existe. C'était tellement poignant de le voir comme ça, que passer au-delà des barrières de sécurité pour retrouver le sentiment d'être et d'exister, c'est fondamental. Osons aller à la rencontre des personnes dans leur besoin de vivre et d'être touchés, chacun là où ils sont. Et ne nous mettons pas comme des arbitres disant « non, toi tu ne peux pas » ou « oui, toi tu peux ». Faisons confiance à chaque personne. Les personnes sentent ce qui est bon pour elles et elles peuvent vivre comme toi et moi. Face à la mort, ce qui sauve, c'est l'amour. Donc redonnons vie à la relation, à l'amour, à la vie. Envie d'amour 2021 qui se déroulera les 6, 7 et 8 mai aura donc toute sa place dans ce travail de reconstruction. Redonnons vie à la vie.